Nous, nos parents ne nous ont jamais dit qu'on était Tutsi, on se disait on était Rwandais. Mais à l'école, un beau matin, on demande aux Hutus de se lever en classe parce qu'il fallait remplir une fiche signalétique qui vous suivait parce que vous aviez la carte d'identité à 16 ans. Et je vois toute la classe qui se lève parce qu'on a demandé aux Hutus de se lever et moi aussi je me lève avec. Et je reçois un coup de règle sur ma tête. Moi, je précise bien que c'est mon premier choc. Le premier choc de ma vie, c'est en classe, être frappé par un coup de règle sur la tête parce que je ne sais pas qui je suis. Ce qui se passe, c'est que vous êtes enfant, mais vous apprenez tout de suite Tutsi ou tout, ça veut dire quoi. On a tout de suite appris à faire attention, à ne jamais rentrer tard à la maison. C'était comme ça. Et malheureusement, on s'habitue. On s'habitue même à des situations les plus compliquées. Il faut dire que les Tutsis, c'est une minorité et ça doit être inscrit dans tout. Dans tout. Et cette inscription va vous suivre, c'est-à-dire que vous terminez l'école primaire, ce n'est pas garanti que vous allez avoir une place en secondaire. Non, ça c'était le stress que les parents devaient gérer. Chez nous, on a eu de la chance. On a eu vraiment beaucoup de chance parce que même si j'avais souscrit pour faire les sciences, mais je suis inscrite dans une école d'infirmière. Alors que ma mère et moi, je rêvais d'être médecin. École d'infirmière, en fait, les études d'infirmière, c'est déjà pas mal. Un jour, à l'école, il y a une fille qui passe, qui demande qui est Félicité, qui est... Elle nous met à côté, elle nous dit, vous devez faire attention ici, tous les professeurs sont racistes. Les racistes, c'est-à-dire les Hutus, qui, pour eux, les Tutsis ne doivent pas exister. Et on est dans une région du Nord, la région de Habyarimana, où vraiment les Hutus, dans leur tête, les Tutsis, c'est vraiment les autres, c'est les gens d'ailleurs. Et donc, elle nous dit, vous faites attention, vous vous faites vraiment petit, limite, ne vous faites pas remarquer. Voilà. De nouveau, je vais apprendre à vivre les journées en faisant attention à tout. Et dans cette école, ce n'est pas rare qu'on chasse un étudiant parce qu'il n'a pas bien enfilé sa chemise. Mais chasser pour une semaine parce qu'il est Tutsi. Donc c'est comme ça en fait, il faut faire attention. Vous savez que vous êtes Tutsi, vous êtes traité de cafard, de serpent. Donc les journées, en fait, vous les vivez en apnée et vous respirez une fois rentré à la maison. Les années 90, les premières attaques du FPR pour rentrer au Rwanda vont avoir lieu. Et là, il se passe tellement de choses dans le pays. On a arrêté pas mal de Tutsis. Donc les gens sont arrêtés arbitrairement, mis en prison. Pas mal de gens sont tués. Donc ma mère étant de la région donc, du Nord, les gens vont être assassinés, mais c'est-à-dire 400 personnes en 2-3 jours. Et donc la panique est totale. On a peur, on apprend que voilà, les Tutsis vont être tués, il faut les tuer, ces serpents. Vous entendez ça de la bouche des voisins, et c'est comme ça. Mon autre choc, en 92, je suis à l'école l'après-midi et les profs nous demandent de sortir, mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé de sortir de la classe. Et quand on se retrouve à l'extérieur, ce ne sont que des Tutsis. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors les profs nous accompagnent juste devant le portail de l'école, et là, il y a une camionnette.
Et dans cette camionnette, il y a des corps les uns sur les autres, ça dégouline de sang. Et les profs nous poussent de regardez ce qui va arriver à vos familles si le FPR continue à avancer. Moi, je regarde, je reconnais les chapeaux de ces gens, leurs bottines. En fait, c'est des gens qui n'habitaient pas très loin de chez nous. C'est des Bagogwe qui nous ravitaillaient en lait presque tous les jours. À 11 heures, ils passaient et chez nous, on prenait 5 litres presque tous les jours. Et donc, je vois, il y en a qui sont encore en vie, mais à la fin de cette journée, en rentrant, je me dis, c'est fini, je n'irai plus jamais à l'école. C'était jeudi, moi qui rentrais tous les vendredis, je n'ai rien dit à personne. J'ai fait mon petit sac, je suis repartie, j'ai pris le bus et je suis rentrée chez moi. Et ma mère qui rentre du travail vers 18h, 17h30, 18h, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Je lui dis, maman, je n'irai plus jamais à l'école. J'ai vu, et je lui raconte tout ce que j'ai vu. C'est une année inoubliable, 92. Il y a un des voisins, notre voisin, Janvier, qui passe et qui dit à mon père, ils ont décidé de vous tuer. Donc aujourd'hui, vous allez être attaqué. Mais c'est déjà le soir, on ne peut pas bouger, et il propose à mon père de ne pas allumer les lumières, de ne ni la cuisine, ni de ne rien faire, rester dans le noir, et que lui, il allait leur dire qu'on n'est pas là. Et puis à un moment donné, on voit un groupe de gens rentrer dans la parcelle, des machettes, des bambous taillés, on ne bouge pas. Et notre voisin vient devant et leur dit ils ne sont pas là, je sais comment ça marche, normalement là c'est allumé, ça c'est leur cuisine, peut-être que quelqu'un a vendu la mèche et que voilà, ils savent et ils ont fui. Alors ils sont au point de partir que mon frère qui est au bout de la pièce, qui a envie de s'asseoir à côté de ma mère, et il vient, il bouge le rideau et il voit qu'on est à l'intérieur. Alors on avait mis les tables contre la porte, donc on ne pouvait pas pousser plus loin que ça. On criait, et puis à un moment donné, ils ont fait rentrer un bout de bois pour empêcher que la porte se ferme. Je ne sais pas, je pense que mon père a continué à donner ce qu'il avait comme un billet de sous. Ils sont partis. Et le lendemain matin, on a quitté la maison, on a pris ce qu'on pouvait prendre et on s'est enfui là où mon père était professeur. Et donc tout le monde avait été attaqué ce soir-là. Ils ont pillé tout. Donc pendant un an, on a vécu sans rien. Et on était réfugiés au petit séminaire. On sait très bien que tout est possible pour assassiner les Tutsis. Donc ici, si je dois vous raconter en 94, le 6 avril, nous sommes pendant les vacances de Pâques. Et donc Pâques, c'était le 3. Et le 6, on est mercredi, mais on est tous à la maison. Nous, on n'avait pas écouté la radio. Et le matin du 7, je me lève la première. Je vais essayer de faire une coiffure à ma mère, à qui je mettais des rouleaux de papier dans ses cheveux. Et j'arrive, ma mère n'est pas prête. Elle me dit, va réveiller tout le monde. Elle nous dit, l'avion du président Abiyarimana a été abattu. Ok. Et là, on est tout de suite dans la panique. Alors, il y en a qui peuvent se demander, mais pourquoi est-ce que vous aviez peur? Mais on avait peur parce que tout était prétexte pour tuer les Tutsis. Et là, dans la rue, il n'y a pas un chat, pas de mouvement. Seul réflexe, il faut partir de la maison. Il faut vraiment quitter direct, aller
tout de suite là où on était réfugiés il y a 2 ans, petit séminaire. Ma mère se prépare à la première, elle était responsable d'un dispensaire de la région. Elle y allait souvent avec ma petite sœur de 5 ans, mon autre sœur de 8 ans. Donc elle les prend les deux. Elle veut partir comme si elle allait au travail. Et là, près de la maison, il y a déjà une barrière. Et cette barrière est tenue par les jeunes du quartier, à qui elle dit bonjour, je vais passer, je vais au travail. Il n'y a pas de travail, docteur. Il faut rentrer chez vous. Ma mère qui dit non, moi j'ai des malades hospitalisés, et vous savez très bien. C'est des gens qui connaissent ma mère. Et non, vous rentrez, ils brandissent tous leurs machettes, et puis ma mère rentre. Mon père y va. Et on ne sait pas ce qu'il leur raconte, ce qu'il leur dit, il les convainc, en tout cas, il nous fait signe juste de la main. Et nous, on fonce comme des balles, on se retrouve au petit séminaire. Toute la journée, on voit les gens arriver. Toute la journée, on a écouté à la radio. À la radio, il y a la radio, la RTLM, une radio qui a été fondée en 93, je pense l'été 93. Et c'est une radio sur laquelle on entend tout. Là, on parle du meurtre du curé Augustin Nagara, comment ce cafard a été tué, la famille de Gaudios et ses enfants cafards. Ça se dit clairement. Donc, la messe est proposée pour tout ce qu'on a entendu. Est-ce que c'était pour nous rassurer? Voilà. Et avant la fin de cette messe, mon frère Alphonse me demande de l'accompagner. Il me dit, viens, viens, je te dis quelque chose. Donc, on descend de l'étage et il me dit, moi je ne vais pas rester ici, je suis sûre qu'ils vont nous tuer. Ne le dis pas, maman, laisse-moi d'abord partir. Et donc je dis au revoir à mon frère et je remonte à l'étage. Tout le monde court dans tous les sens, je ne sais pas d'où ça vient, où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire et tout. Et donc je cours au fond du couloir et je me cache dans une douche. Dans cette douche, il y a quelqu'un à côté de moi. J'ai tellement peur, en fait, je pense que même les battements de mon cœur, on peut les entendre. Et je n'arrive pas à lever les yeux pour savoir qui est à côté de moi, mais je sais qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Et moi, je suis accroupie là. J'entends dans le couloir quelqu'un qui se fait battre. Et puis, on dirait un petit groupe, en tout cas. Ils promettent de revenir, sortez. De toute façon, si vous ne sortez pas, on va lancer des grenades. On sait que vous êtes là, et puis ils partent. On sort de nos cachettes, ceux qui étaient dans les plafonds, sous les lits. Ben, on se retrouve là. Le prêtre qui venait de dire la messe a été assassiné. Et un deuxième prêtre, celui que j'entendais dans le couloir à Benzanana. Et bon, on se dit, ça y est, comment ça se fait ? On n'est plus à l'abri, en fait. Alors, on nous regroupe dans une pièce, en tout cas les femmes, les enfants, et ça ne va pas durer longtemps. Moi, je suis sortie de cette pièce parce que ma mère me disait « va chercher un pull ». Pour mon père, il y avait un bureau, et il était dans son bureau, et ma mère vient pour distribuer un peu de lait. Va chercher un pull, parce que si tu nous piques une crise d'asthme ici, on ne va pas s'en sortir. J'arrive à l'extérieur, il fait nuit noire, il y a un groupe de prêtres là, et le temps d'écouter ce qu'ils disent, ils sont en train de se questionner entre eux, mais c'est qui est en bas? On voit une torche, 2 torches, 3 torches, on comprend que c'est une deuxième attaque qui arrive, et moi je passe le groupe, je vais pas au bureau de mon papa, je monte dans un grenier qui est là, que je connaissais. Et le groupe de ces prêtres viennent aussi, donc on s'entasse les uns sur les autres, et silence, on ne bouge pas. Alors je n'entends pas grand-chose là, à part qu'à un moment donné, mon corps est vraiment... Je suis engourdie de partout, j'ai mal et je me dis peut-être la mort c'est ça. Hein.
Et il y a un prêtre qui vient plus tard, qui demande sortez, je suis avec quelques gendarmes, on a appris qu'il s'est passé des choses ici, on vient vous chercher. Donc il crie. Alors les autres prêtres disent non, c'est n'importe quoi. En fait, ils n'arrivent pas à nous trouver. Moi, je suis sortie parce que je n'en pouvais plus. Heureusement que c'était abbé Évariste. Et là, je suis allée dans le bureau de mon papa. Il est assis devant son bureau, la porte n'est pas verrouillée. Il a fumé toutes ses clopes et je lui ai dit, papa, on part, on vient nous chercher. Et là, tout le monde me demande, mais qu'est-ce que tu fais ici? D'où tu veux? Je dis, moi, j'allais dans le bureau de mon papa, va dire à tout le monde, on n'a pas le temps, ces militaires ne vont pas attendre, vite. Et donc, je retourne dans la pièce où j'étais quelques heures plus tôt, et là, ils ont été tous assassinés. Ma mère, c'est la première devant la porte. Mes 3 sœurs, mes tantes. Et dans cette pièce, le seul homme qui était, c'était le frère de ma maman, tonton Alfred, qui était professeur de français, là. On lui a découpé les bras, les jambes, mais il parle. Et il me dit que sa fille Yvette est derrière sa maman. Donc sa fille Yvette, ma cousine, elle avait 4 ans, et certainement qu'il avait vu qu'elle est là, elle est en vie. Donc, au milieu de ces corps, mon père bouge le corps de la maman d'Yvette, et Yvette est là. On lui a coupé, on lui a donné un coup de machette sur sa main droite. Donc, on nous évacue de là, et on va vers la grande cathédrale, donc à l'évêché. Et là, il y a beaucoup de monde. Et le lendemain, ça reprend de plus belle. Donc les attaques vont durer toutes les journées, les pierres tombent sur les vitres de l'église. À un moment donné, mon père, c'est avec lui que j'étais restée là, il me demande, viens, je vais te montrer, on va se cacher. Et on monte, on prend une échelle, on monte dans la tour de l'église. Et là, j'ai la vue, une seule vue d'un côté, donc le parvis, et un côté de la cathédrale. Les gens sont là toute la journée. À la fin de la journée, ils partent et ils reviennent le lendemain. Et tuer, ça s'appelait travailler. Donc c'était comme des journées de travail. Nous, on est restés là 3 jours. À un moment donné, on est venu nous demander de descendre de cette tour, et en descendant, je vois l'église qui était remplie 3 jours avant. Il n'y a quasi personne. Et moi, je me pose la question, mais où est tout le monde? Parce qu'on voyait tout ce qui se passait, les gens qui venaient attaquer. Et c'est en sortant, en allant à l'arrière de l'évêché, qu'on va trouver que tout le monde a été assassiné. Moi, je suis partie de là. On cherchait Yvette. Je cherchais dans les corps, je ne voyais pas Yvette. Je m'étais allée compter, je les enjambais. En fait, Yvette, elle est dans une pièce, dans les vestiaires. Et elle est derrière, comme ça, derrière les soutanes des prêtres. Je la vois, et cette fois-ci, on lui a découpé toute la mâchoire. Et elle a 3 grosses entailles sur la tête. On prend Yvette, on reste là, on ne sait rien faire, on ne peut pas s'enfuir, on ne peut aller nulle part. Ceux qui viennent assassiner habitent tout autour de la cathédrale, donc on est là, on attend. Il y a un militaire qui va... il arrive, nous sommes
assis dans la cathédrale et il arrive à un autre niveau, il voit l'état d'Yvette, il dit à mon père, si je peux faire quelque chose pour cet enfant, on pourrait peut-être aller la faire soigner à l'orphelinat. C'est le seul endroit où on peut imaginer qu'elle serait en sécurité. Et donc je partirai avec Yvette, je dis au revoir à mon père, et ce militaire nous amène jusqu'à l'orphelinat, et l'orphelinat sera évacué vers Goma. Mon père sera assassiné un mois plus tard, donc en mai, début mai, et c'est à Goma que j'ai retrouvé mon frère, le seul qui n'était pas à la maison sur les 7 enfants. Par une journée de pluie, il a fui, il est parti avec un ami ou chez qui il était. Et donc je retrouve mon frère plus tard. Donc sur les 7 enfants, on a survécu à 2. Yvette a été adoptée par une famille belge, donc elle partira en juin. Donc voilà, elle a été soignée et c'est la seule survivante aussi de sa famille. Voilà.